saluant tous les participants, en félicitant tous ceux qui, malgré le mauvais temps, peuvent être présents, ou présents ici, ou présents en distanciel. Merci à vous tous. Et le grand sujet du jour, qui est en ce moment d'une actualité renforcée, c'est les violences faites aux femmes dans l'univers de travail. Et Anne-Marie va prendre la main pour conduire notre débat. Merci à vous tous. Eh ben, merci à vous tous et merci Jacques. Alors, pardon parce que je suis grammairienne, ça n'est pas violence faite aux femmes dans l'univers de travail, mais c'est comme le mariage de Figaro, c'est et univers de travail. C'est-à-dire quelles sont les implications, encore une fois, quel que soit le type de relation. Alors, on est très très heureux de vous accueillir ici sur ce sujet essentiel et que on a construit grâce à vous et grâce à nos intervenants et grâce, alors je ne vais pas pouvoir en dire de mal, et grâce à Florence Chaper dont on est très groupie et qu'on essaye d'appuyer sur merci Tamara d'être là. Et donc pareil, si vous pouvez couper votre micro là maintenant pour éviter interférences diverses. Voilà, et donc bienvenue à tous sur ce sujet, encore une fois, et univers de travail, avec que peut, que doit faire l'entreprise, et si je peux me permettre, le terme d'entreprise étant tout à fait générique pour toute forme, j'allais dire, de structure professionnelle, encore une fois, qu'elle soit publique, privée, associative ou autre, voire autre. Et alors, vous remarquerez le superbe don de prescience que nous avions avec Stéphane Bimbert, ici présent, avec Florence Vincelot, qui ne devrait pas tarder, quand on a décidé il y a quelques mois de choisir cette date du 21 novembre pour monter cette table ronde. À la fois, bien sûr, c'est la proximité en avant-première par rapport au 25 novembre, qui sera le 25e anniversaire d'ailleurs, non pas des Catherinettes, comme on disait dans le temps, mais de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, donc déjà, globalement déjà 25 ans. Et puis surtout, alors on avait un don de prescience absolument infini, est sorti hier au soir un rapport, d'ailleurs tout à fait remarquable, du ministère du Travail sur, on va voir que le titre aussi est intéressant, parce que c'est pas seulement violence faite aux femmes et univers de travail, c'est dans toute relation et relation d'autorité. Alors vous avez vu, et je vais passer mon président, donc Jacques Varon, et juste deux mots pour ceux qui ne nous connaissent pas sur qui est le Cercle Entreprise et Santé, donc nous on existe depuis un petit moment, il y a quand même 2006, sur tout ce qui est, j'allais dire à la fois la prospective de la relation au travail, l'évolution de la relation au travail, dans toutes ces incidences de santé. Et nous on dit toujours santé globale, alors c'est très français parce que santé globale en anglais ça peut dire santé internationale et autres, mais santé globale et qui est donc à la fois santé travail, santé publique et notamment ça sur un truc qu'on sent monter depuis longtemps et qui est quelque part à la fois l'impact mais aussi la responsabilité des entreprises aussi sur les questions qui sont des questions finalement de santé publique et puis le fait que j'allais dire, nos concitoyens et nous-mêmes n'ont plus du tout envie de se voir saucissonner avec ça c'est la santé du travail, ça c'est la santé hospitalière, ça c'est la santé familiale. Donc voilà. Et on organise donc à la fois régulièrement ce type de choses et notamment sur les questions de femmes, je vais y revenir. Alors, pardon, mais pendant que je vous tiens, j'en profite pour faire une annonce et pour faire un appel. Et un appel à vous qui est, alors pardon de l'horrible néologisme, mais c'est quand même bien ça, c'est un retour d'expérience positivant, c'est-à-dire sur les points positifs. Et pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on a dans nos obsessions depuis un petit moment, j'allais dire depuis en fait le lancement de la candidature, hein, donc c'était même pas la préparation, mais c'était la candidature des Jeux Olympiques, et on est très groupis de ce qui a été fait en fait par, à l'époque c'était les deux Bernard, donc il y avait à la fois Bernard Thibault, donc qui était administrateur de l'unité, les cursus que l'on connaît à la tête de la CGT, mais aussi Bernard Lapasset, que plus personne n'a trop en souvenir et qui est mort maintenant il y a 18 mois, et qui en gros a porté complètement, je dirais, avec tous les autres, la question de la candidature de Paris, fondée avec un prérequis fondamental qui était la charte sociale. Et donc qui était, en gros, pardon s'il y avait des Qataris dans la salle, mais plus jamais ça, globalement ce qu'on voit, et donc une responsabilité, j'allais dire, de tous ceux qui préparent, de tous ceux qui agissent côté
entreprises, mais aussi collectivités, pour respecter, j'allais dire, un certain nombre de droits sociaux fondamentaux, et c'est une superbe expérience. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement pouvoir faire un point, et la plage de date est choisie, c'est entre le 4, 5 ou 6 mars. Ça sera très certainement en distanciel, en présentiel, je ne sais pas encore où, mais on choisira, avec rétexte positif, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises. Qu'est-ce qu'ils ont? En gros, le thème, c'est, avec de cet énorme élan de mobilisation, et je veux dire de trouille, avant tout à fait importante, que ce ne soit pas un succès, qu'est-ce qu'on a appris, acquis de cette expérience-là, en termes, j'allais dire, à la fois de management d'équipe, de santé. Et donc, j'en viens à mon sujet, et surtout à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est sorti hier, 20 novembre, ce rapport du ministère du Travail, qui est rapport sur les violences sexistes et sexuelles sous relation d'autorité ou de pouvoir, et dont on vous enverra d'ailleurs, et Florence, si tu veux bien aussi peut-être nous indiquer des références avec le replay, on mettra pour vous l'ensemble des références de ce qui est intéressant. Et là, en gros, ça pointe, j'allais dire encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas seulement sur les relations professionnelles, j'allais dire classiques, mais ça peut être aussi bien association ou autre forme, j'allais dire, de relations d'autorité, que ce soit dans le cadre de clubs de sport ou autres, les violences sexistes et sexuelles, et encore une fois, en pointant le nombre que tout à l'heure Florence nous indiquera les chiffres, un nombre très important qui dépasse le million, encore une fois, de 1,4 million, je vois, de femmes qui ont récemment été l'objet de violences ou de harcèlement sexiste, sexuel et autres. Et on verra avec une grande disparité, bien sûr, selon les secteurs. Voilà. Alors c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, et vous dire aussi que c'est une préoccupation de fond du cercle. On avait 4 ans qu'on organise des trucs là-dessus. La première fois, et merci à Florence, encore une fois, Florence Chabert, dont on est non seulement groupie, mais dont on suit de force, et la force globalement de ces actions. Florence, pour ceux qui la connaissent pas, s'il y en a quand même, peut-être pas, Florence est pilote à l'ANACT de toutes ces questions, et donc de la mission égalité intégrée à l'ANACT, et notamment elle se bat, et on se bat avec elle, pour avoir notamment en santé-travail des datas et des vraies données genrées, pas seulement des sondages, mais des vraies données genrées, et on verra qu'il y a fort à faire. Voilà pour vous. Alors comment je vous propose qu'on travaille aujourd'hui et qu'on regarde les choses aujourd'hui? Je dirais que quand on a choisi ça, on s'est dit qu'on allait regarder les violences faites aux femmes, à la fois en tant que genre, si on peut dire, à la fois en tant que genre et en tant que personne. C'est-à-dire à la fois tout ce qui est atteinte finalement aux femmes au travail en tant que femmes, soit, et là ce sera les deux versants finalement sur lesquels on va prendre les choses, à la fois les violences en milieu de travail, du fait du travail ou à l'occasion du travail. Je dirais qu'il y a les trois finalement pour ce qui est l'univers du travail, dans l'univers du travail, ce que disait Jacques tout à l'heure. Donc là-dedans on est en plein effectivement sur toute la façon dont les choses ont évolué depuis 2019 sur un harcèlement sexiste, sexuel, violence ou visant les femmes. Et puis l'autre aussi, qui est l'autre dimension qui est, il y a peut-être moins régulée, encore que l'employeur ait toujours l'obligation de protéger, à la limite quelle qu'en soit la source, la santé, la sécurité, la protection du travailleur, sur les violences conjugales et familiales. Encore une fois, on est d'accord, il n'y a pas que les femmes visées, mais en gros c'est quand même 85-90% de population féminine visée. Et c'est à la fois un enjeu non seulement humaniste, mais c'est aussi un impact sur le milieu de travail et sur les conditions de travail, et qu'est-ce que peut faire l'entreprise. Sur la façon dont on va fonctionner, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on démarre d'abord, et là, on proposera peut-être à Cyril Combe, donc, qui est le directeur Marie se présentait tout à l'heure, mais de l'OIT en France, et donc qui œuvre non
non seulement par le biais de la Convention internationale sur le sujet, mais aussi sur la sensibilisation de ces côtés-là. Donc, regardez d'abord le cadre, donc avec Cyril Combe de l'OIT, Stéphane Pimbert, donc à ma droite, et merci encore une fois Stéphane d'être là, qui est directeur général de l'INRS, et puis Florence Chaper. Alors il y avait une incertitude sur sa présence, mais génial, elle a pu être là. Voilà. Et puis ensuite, je vous montre juste comment on procédera, et on va revenir, on va couper après les choses. On regardera plutôt ce qui a trait à l'interne, c'est-à-dire les violences en milieu de travail, du fait du travail, avec toutes les questions de harcèlement sexiste, sexuel, en témoignage, j'allais dire, puis nous tous aussi, hein, issus de l'entreprise. Donc Tamara Boge, on dit Boge ou Boger, Tamara? C'est Boge, hein, je crois. Ouais. Qui est psychologue du travail au sein de la direction santé-sécurité de RTE, donc le réseau de transport d'électricité célèbre. Et puis, autre optique, cette fois-ci, côté des services interentreprises de santé au travail, avec Isabelle Pinsnou, qui elle aussi est psychologue du travail et attachée à Nantes, dont vous avez entendu qu'il y avait en ce moment des rafales de vent à décorner tous les bœufs de la terre. Et merci Isabelle d'être là. Et puis Laurent, alors pardon Laurent de le mettre sur un strapontin, mais d'abord on est quand même très groupie, et puis là aussi cette fois-ci c'est un autre service de santé au travail. Et l'autre, la troisième partie, j'allais dire, la deuxième partie de nos témoignages, ça sera plutôt donc ce qui a trait à la prise en compte, j'allais dire, de ce qui est pas forcément dans le cadre du travail, et qui sont les violences conjugales, familiales et leur impact, ressources, responsabilité en milieu de travail que peut faire l'entreprise avec Florence Vincelot. Voilà, donc on va revenir, si je peux me permettre, au premier. Et puis Cyril, donc si vous voulez bien prendre le truc, et moi j'arrête le partage parce que c'est plus intéressant de vous regarder vous que de regarder mon truc. Voilà, donc on y va. Cyril, c'est à vous si vous voulez bien. Merci, merci beaucoup Anne-Marie, et puis merci de l'invitation. Voilà, donc Cyril, c'est à vous, et je vais mettre l'interlocuteur actif. Voilà. Ok, bah, écoute, encore merci pour l'invitation et pour cette introduction, Anne-Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, moi ce que je peux vous dire, c'est la façon dont ce sujet des violences sexistes et sexuelles, des violences faites aux femmes, a fait une évolution au sein de l'Organisation internationale du travail, sous la forme un petit peu la meilleure image qui me vient, c'est un peu celle de poupée russe, hein, puisque vous allez prendre cette image. Au début du processus, figurait il y a à peu près une quinzaine d'années maintenant, au niveau international, une revendication très forte du mouvement syndical international. Vous savez que à l'OIT, les membres ne sont pas seulement des gouvernements, mais aussi les partenaires sociaux des 187 pays membres. Et donc les syndicats de travailleurs poussaient fortement la revendication de l'adoption d'un instrument international contre le sexisme. Donc ça, c'est le point de départ, et vraiment sur le sujet de ce débat. Et puis, au fil du temps, les discussions ont été extrêmement difficiles sur ce seul objet, et finalement, il est apparu, pendant des années 2015, que la meilleure formule, finalement, consisterait à élargir le sujet à l'ensemble des formes de violence et de harcèlement, et c'est finalement ce processus qui a conduit en 2019 à l'adoption de la convention de l'OIT la plus récente, qui porte sur l'élimination des violences et du harcèlement dans le monde du travail, sous toutes ses formes, je dirais, et sous tous les motifs. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai l'image du poupée russe, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont on adresse cette question à l'OIT, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de la lutte, de la prévention et de l'élimination de toutes les formes de violence et de harcèlement. Ça nous a conduit notamment, et c'est important de le rappeler d'entrée de jeu, à se donner aussi un certain nombre de moyens sur le plan statistique pour créer des nouvelles catégories de mesures de ces violences, y compris des violences sexuelles et sexistes au niveau international. Et puis a lancé aussi en 2021 une
vaste enquête qui est le fruit d'une collaboration entre le BIT, Gallup et la Fondation Lloyds, et dont je voulais vous restituer en quelques mots les principales conclusions. Elle permet finalement de prendre la mesure du phénomène des violences au sein du monde du travail. Et le principal résultat est que la violence et le harcèlement sont très répandus dans le monde. C'est une enquête qui a été réalisée dans 125 pays, dans une très large enquête, 125 000 entretiens, qui montrent qu'à peu près une personne au travail sur 5 aujourd'hui a subi au moins une forme de violence et de harcèlement du travail au cours de sa vie professionnelle. Alors ensuite, l'étude distingue différentes formes de violence, les formes physiques, les formes psychologiques et les formes sexuelles. Donc pour ce qui est des violences et des formes de harcèlement d'ordre physique, on est sur à peu près une personne en emploi sur 10, donc 10% de la population mondiale au travail sont dits victimes. Et ces formes physiques touchent plus les hommes que les femmes. Pardon d'être un peu schématique, hein, mais le temps est compté. Donc, la deuxième forme de violence que cette enquête couvre, ce sont des formes de violence psychologique. Et c'est en fait la forme de violence de très loin la plus courante, dénoncée à la fois par les hommes et par les femmes. On est à près d'une personne sur 5, selon cette même enquête. Et puis, pour ce qui est des violences et du harcèlement d'ordre sexuel au travail, on est sur l'approximation d'une personne en emploi sur 15 dans le monde, une personne en emploi sur 15, ce qui reste considérable, puisqu'on peut penser qu'il y a un phénomène aussi de sous-déclaration. Et évidemment, sur cette dernière forme de violence et de harcèlement, les femmes sont très largement surreprésentées. C'est l'écart le plus marqué entre les genres en termes de statistiques sur les violences et le harcèlement. Un autre résultat qui était très intéressant de cette enquête, qui est présenté l'année dernière, c'est que le phénomène de la violence et du harcèlement au travail, sous toutes ses formes, il est récurrent et persistant. C'est-à-dire plus de 3 victimes sur 5 déclarent y avoir été soumises à plusieurs reprises, et pour la majorité d'entre elles, le dernier épisode a eu lieu au cours des 5 dernières années. Pour ce qui est des publics les plus exposés, j'en ai dit un mot, hein, on retrouve des groupes vulnérables aussi sur d'autres motifs, les jeunes immigrants et bien sûr les femmes. Et un dernier point que je voulais relever dans cette enquête, qui sont aussi intéressants pour le débat de ce soir, c'est que l'enquête montre que parler de l'expérience qu'on a eue de la violence et du harcèlement à titre personnel reste une épreuve redoutable, puisque à peine plus de la moitié des victimes disent s'en être ouvertes à un tiers, et le plus souvent d'ailleurs à un tiers de confiance, dans la sphère privée, non pas un tiers, je dirais, institutionnel. Et parmi les facteurs et les obstacles qui peuvent dissuader les victimes de signaler la violence et le harcèlement subi au travail, ce qu'on aime plus souvent, c'est la perte de temps, la crainte pour sa réputation. Donc, à ma connaissance, c'est la première enquête de portée politique qui a été réalisée sur cette question. Et elle éclaire, je crois, ultimement, d'un nouveau jour, la portée de la dernière convention de l'OIT adoptée sur cette question-là. Anne-Marie, je suis en programme, je ne sais pas si j'ai encore quelques minutes. Non. Vous aurez quelques minutes, pardon, je suis désagréable comme d'habitude, mais je crois, en tout cas, merci parce que c'est un cadrage chiffré qui est tout à fait intéressant et que c'est bien d'avoir les grandes enveloppes. Est-ce que vous pourrez peut-être reprendre la parole tout à l'heure après avec pardon Cyril, hein, je suis
comme d'habitude, un peu psychorigide sur le timing. Et en tout cas, merci de rappeler ces chiffres, enfin de nous les annoncer ces chiffres. Et puis, ce qu'on vous demandera peut-être aussi tout à l'heure, c'est si on peut avoir un lien ou s'il y a une communication possible globalement pour ces éléments. Merci à vous. Et moi, je retiens en corrélation de chiffres de ce que je disais tout à l'heure du rapport qui est sorti là, c'est qu'il y aurait 1,4 million femmes victimes de violences, harcèlement en France, et que là-dedans, il y en aurait entre 1 et 2% seulement qui déposeraient plainte. Donc voilà les chiffres. Donc on va... Peut-être passer la parole, le micro, et prendre... attendez, je vais vous mettre juste là, si vous voulez bien, à Stéphane Pimbert. Donc, Stéphane, c'est à vous. Peut-être si on peut faire un zoom sur Stéphane, ça serait bien. Voilà. Donc, à vous, et le micro est là, donc tout est bien. Merci de l'invitation, et merci à toutes les personnes qui écoutent, participent sur un sujet évidemment très important. Merci à Cyril, que je salue à distance pour cette introduction qui est fort intéressante à un niveau, au niveau international et qui donne vraiment une très bonne vision et très claire en tous les cas sur ça. Je vais reprendre moi peut-être un petit peu pour l'INRS la façon de travailler de l'INRS sur le sujet depuis des années. Et je vais prendre l'image de la poupée russe que m'a donnée Cyril, en parlant d'abord des violences au travail, de manière large, les violences au travail, et puis ensuite les décomposer, notamment pour nous, dans nos travaux en tous les cas, dans les violences externes, c'est-à-dire les violences des salariés avec du public, notamment, qui est un vrai problème, vous le savez, aussi bien dans les magasins que dans les banques, etc. Enfin, tout le contact avec le public, que dans les commerces, donc violence externe. Et ensuite, deux sujets qui sont proches, donc on a géré, nous, de façon différente dans nos brochures, dans nos conseils aux entreprises, dans nos relations avec l'entreprise. Il y a d'une part le harcèlement moral, et à côté, je dirais, les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Alors, il n'y a absolument pas de hiérarchie, évidemment, hein, c'est simplement pour dire, c'est trois sujets que l'on a identifiés comme ça. Alors, d'abord, je vais faire une référence à l'accord national interprofessionnel de 2010 sur le harcèlement et les violences au travail, hein, qui est quand même un texte de base des partenaires sociaux. Et puis, je vous renverrai en grande partie vers les brochures INRS qui sont sur le site web. On a à la fois des brochures sur travailler en contact avec le public, quelles actions contre les violences. Et tu peux faire un... Ouais. Comme ça, quelles actions, vous le verrez sur le site. Hein. Oui. On travaille en contact avec le public, quelles actions contre les violences, et puis évidemment d'autres brochures, à la fois des affiches, des flyers, des brochures sur les harcèlements sexuels et agissements sexistes. Vous pourrez, et puis tout un dossier web sur le site web INRS. Vous pouvez aussi chercher par mots-clés, hein, mais il y a tout un dossier web qui regroupe toutes nos productions et toutes nos ressources que l'on met à disposition des entreprises sur ces sujets: violence externe, harcèlement moral, agissement sexiste et harcèlement sexuel. Je dirais, cette répartition en trois, elle est peut-être un petit peu artificielle, mais enfin c'est la façon qu'on a pris d'y travailler. Quelques chiffres là aussi, mais je retiens bien ceux j'ai bien noté de ce Thierry pour l'OIT. Moi, les chiffres que j'ai, c'est les chiffres qui sont dans la brochure INRS sur travailler en contact avec le public et les violences, qui datent de l'enquête Summer de 2010, avec 15% des salariés du régime général et 24% des salariés de la fonction publique qui indiquent avoir subi au moins une agression verbale émanant de clients, etc. dans la dernière année. 4% des salariés du régime général et de la fonction publique qui ont fait l'objet d'agressions physiques, et puis 19% qui s'estiment victimes d'atteintes dégradantes, de comportements méprisants, etc. Donc on est sur des chiffres qui sont évidemment importants. Sur le harcèlement sexuel et l'agissement sexiste, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais il y a aussi des chiffres qui sont édifiants par rapport à
à ces sujets-là. Donc on a d'une part travaillé sur ces violences externes, avec une démarche, vous verrez sur les brochures INRS, sur la caractérisation et l'estimation des risques, l'analyse des situations d'exposition des salariés, le plan d'action et puis les mises en œuvre. Si je peux vous interrompre juste 30 secondes, récemment, sur quoi, parce que j'imagine que quand vous pilotez l'INRS, vous pilotez bien sûr sur un certain nombre de grands thèmes, mais il y a aussi des choses qui vous viennent, j'allais dire des réactions du vécu du terrain, des sensibilisations politiques. Alors, pardon de vous demander des secrets de ce type-là. Je vais passer de la casquette de directeur général de l'INRS pour parler de l'INRS à celui de directeur général de l'INRS pour la gestion des ressources humaines et la gestion des personnes. Pour donner un exemple, il y a deux sujets. Alors, à l'INRS, on a peu de contact avec le public, en tous les cas peu de contact de violence externe. Mais par contre, ça se passe bien avec les CARSAT. Mais c'est plutôt avec les ministères pour obtenir de l'argent que ça peut tout moins bien se passer. Mais il y a deux sujets sur lesquels on a agi à peu près de la même façon à l'INRS avec les salariés. C'est d'une part le harcèlement moral, et d'autre part le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Moi j'ai séparé volontairement en tant que directeur général, donc on a 600 personnes à peu près à l'INRS, enfin un petit peu moins, mais à peu près 600 salariés en CDI. J'ai considéré qu'il y avait deux sujets qui étaient proches et qu'on allait les traiter de deux façons séparées. Le premier point, la première opération qu'on a fait, c'est d'informer les salariés sur, par exemple, ce que sont les agissements sexistes et le harcèlement sexuel. Donc réunion d'information, j'ai un peu innové dans mon management, c'est-à-dire que j'ai rendu obligatoire avec feuille de présence la participation à ces réunions. Donc ça veut dire que les 600 salariés sont venus en trois réunions, mais de façon obligatoire, parce que je considérais que c'était un sujet qui était absolument, je dirais, très important, très important pour les salariés. Donc réunion d'information avec nos spécialistes INRS sur les aspects de définition juridique, et puis un cabinet extérieur qui est intervenu pour expliquer ce que sont les agissements sexistes et harcèlement sexuel. On avait fait il y a quelques années un questionnaire interne qui avait montré qu'il n'y avait pas de choses très graves, mais qu'il y avait quand même des comportements, des agissements qui n'étaient pas normaux, des blagues plus que graveleuses, etc., répétées sur ça. Donc le cabinet a expliqué la différence entre la drague et le harcèlement, entre les attouchements ou approches, enfin bon, etc., tous ces éléments-là. Et ça a été un point qui a été important, qui a été très apprécié par les salariés, bien qu'ils aient un peu vécu au départ l'obligation du directeur général comme quelque chose d'une contrainte, puisque c'était la première fois, mais là ils ont vraiment apprécié. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis en place à la fois des référents qui peuvent être sollicités et en qui les salariés peuvent avoir confiance. Alors il n'y a pas d'obligation à passer par les référents, puisque un salarié peut avoir plus confiance dans son voisin de bureau que dans un référent, mais en tous les cas des référents avec notamment les RH, assistantes sociales, etc., des interlocuteurs identifiés. Le troisième aspect, c'est qu'on a élaboré avec les salariés et avec les organisations syndicales des procédures à la fois pour le harcèlement moral et pour le harcèlement sexiste. Qu'est-ce que faire quand il y a ça, du début jusqu'à la fin, du premier contact de la personne qui parle, jusqu'au contact avec la hiérarchie, jusqu'au contact avec le cas échéant les RH, jusqu'au contact avec la direction générale et le cas échéant les interlocuteurs extérieurs, que ce soit le procureur, que ce soit la police, etc., sur ça. Donc l'information très forte, les référents et les interlocuteurs, les procédures, et puis un point sur lequel moi j'ai été très, très clair, et il est vraiment ancré au fond de moi-même, c'est la tolérance zéro. C'est-à-dire que ça, je l'ai dit, si quelque chose arrive à moi je vais voir le procureur. Donc c'est clair qu'il y aura une tolérance zéro. Heureusement, on n'a pas eu à le mettre en place, mais en tous les cas, j'ai affiché
cet aspect-là vraiment de façon très claire et à tout le monde, et je crois sur un ton assez convaincant, ou en tous les cas assez péremptoire pour que ce soit les gens salariés que ça aille dans les familles. Pardon de vous avoir pris un peu en train de ce côté-là, mais c'est toujours intéressant, si je peux me permettre, quand vous êtes, je dirais, la référence devant qui on se prosterne tous, je ne parle pas de vous personnellement, mais voilà, de voir d'un certain côté comment en action vous mettez les choses et sur quoi vous mettez l'accent aussi. Donc je crois que ça c'est... J'ai vu violence conjugale là, dans les titres, on est moins à l'aise sur ça. Ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a... Peut-être qu'on reprendra tout à l'heure sur ce point au moment des témoignages, mais là j'ai voulu vous challenger tout de suite exprès, pardon, avec voilà, comment nous on aide à dire le bien quelque part, à dire le bien commun dans le sens de la lutte contre les violences faites aux femmes, et puis en même temps, je peux me permettre aussi le côté, parce que finalement, avec vos 800 personnes, vous avez quelque part une représentation, je dirais pas représentative de l'échantillon national, mais vous avez un peu tout type de comportement qui, eux, ont la spécificité de devoir œuvrer quand même pour la protection, la santé et la sécurité, donc c'était important de regarder ça. Merci. Merci Stéphane. Est-ce qu'on peut passer la parole maintenant à Florence Chaper, si tu es là et si tu veux bien, et puis on prendra la partie témoignage après, et peut-être que je vous demanderai à nouveau d'être là. Donc Florence, est-ce qu'elle est là? Elle est là. Oui, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Pour nous, c'est super. Bon. Alors, d'abord, je voudrais remercier Anne-Marie, puis remercier le Cercle pour pousser finalement tous ces sujets de santé des femmes au travail depuis plusieurs années. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça devient une priorité des politiques publiques et voilà, et nous en sommes ravis à l'ANACT. Alors en effet, ça fait depuis 2008 que l'ANACT travaille sur cette mise en visibilité des risques professionnels pour les femmes au travail. On avait publié dès 2012 des données sexuées sur la progression des accidents de travail chez les femmes. Moi-même, je pilote aujourd'hui l'action santé des femmes du plan santé au travail numéro 4, avec l'ensemble des partenaires préventeurs, dont l'INRS et bien d'autres, qui inclut d'ailleurs la question de la prévention des violences sexistes et sexuelles. C'est donc finalement assez logiquement que depuis la vague MeToo, l'ANACT ait commencé à travailler sur ce risque de violence sexiste et sexuelle, qui est un risque où les femmes sont quand même surexposées. Ce qui a été le déclencheur, en fait, c'est des demandes d'entreprises, plus que sur le sujet de l'égalité professionnelle, et notamment une demande du ministère de l'Intérieur qui était de bâtir un outil de sensibilisation au sexisme. C'était il y a 5 ans et c'est intéressant parce que à cette époque-là, on ne pouvait pas parler de harcèlement sexuel, de violence sexiste et sexuelle, et donc très pudiquement, on a fait tout un travail de terrain et produit un jeu qui s'est appelé et qui est encore aujourd'hui très diffusé, qui est le jeu Sexisme sans façon. De même, on avait produit un cycle de webinaires sur la prévention du sexisme au travail. Aujourd'hui, les entreprises ont changé et le terme de violence sexiste et sexuelle ou le terme de harcèlement sexuel est quelque chose qui est beaucoup moins tabou. Alors, qu'est-ce qui caractérise notre approche telle que nous l'avons développée? C'est cet angle organisationnel, cet angle collectif. C'est un sujet de prévention comme un autre. Et d'ailleurs, ce sont des éléments qui ont été repris par la synthèse du rapport dont Anne-Marie a parlé, ou son contenu, un peu comme finalement les risques psychosociaux étaient considérés il y a 15 ans comme relevant de fragilité individuelle. Nous avons fait le constat que les violences sexistes et sexuelles au travail, ça n'est pas qu'une question de comportement ou d'individu, même s'il y a des facteurs individuels liés aux victimes, liés aux personnes mises en cause, mais c'est aussi une question d'organisation, de conditions de travail. Mais c'est vrai que trop souvent, quand nous travaillons avec les entreprises, nous constatons qu'elles gardent comme clé de lecture que c'est une question de comportement inapproprié, que c'est la conséquence de relations interindividuelles, de questions de conflits ou d'affinités, etc. Or, aujourd'hui, nos constats et puis des études telles que celles de la DARES
nous montrent qu'il y a des situations de travail à risque en lien avec certains types d'environnement, de conditions de travail. Nous avons publié le mois dernier, au mois d'octobre, des monographies de sur 5 entreprises, et par exemple là on présente la recension qu'on fait de 5 facteurs de risque qui sont le fait de travailler dans un secteur avec une faible mixité de personnel, pas seulement dans le milieu à prédominance masculine, mais aussi féminine, dans la mode, la petite enfance. C'est bien sûr les conditions de travail précaires, le fait d'être dans une entreprise avec un fort taux de personnel en CDD, intérim, stagiaire, alternant, etc., surexpose ces personnes-là. Et puis certaines conditions de travail, des postes de travail isolés, les assistantes, du travail sous pression, et d'ailleurs le rapport qui est focalisé plutôt sur les violences sexistes sexuelles en relation d'autorité montre très bien la relation entre une victime et des auteurs dans un contexte de concurrence, de compétition, d'image de marque, etc., etc. C'est aussi bien sûr les postes qui sont en relation avec public, patient, bénéficiaire, client, etc. Mais c'est également des relations de travail qui peuvent être soit très hiérarchisées, comme à l'hôpital, ou au contraire très peu, comme dans le monde du spectacle. Le travail en grande proximité, et le rapport y revient, par exemple, en huis clos dans une salle de chirurgie ou bien dans un camion de police. Également les moments de convivialité qui sont souvent des moments d'exposition forte. Et puis c'est des contraintes de temps de travail, le fait de travailler le soir, la nuit, d'avoir des astreintes, d'avoir des postes en célibat géographique, d'avoir des déplacements fréquents, surexpose les personnes. D'où peut-être juste un point de conclusion pour nous, et puis on y reviendra peut-être, c'est vraiment important de ne pas s'arrêter à de la sensibilisation, ça ne suffit pas, de ne pas s'arrêter au traitement des cas, mais d'agir en prévention primaire. Alors bien sûr, mettre en place les référents, mais surtout identifier ces situations à risque, ces postes exposés, ce qu'on appelle ces facteurs de risque. C'est intégrer dans un troisième temps ce risque de violence sexiste sexuelle dans le document unique d'évaluation des risques, et on sait que l'entreprise, si elle est mise en cause, si elle est partie prenante d'un cas de harcèlement sexuel, bien sûr, c'est pas elle qui va, les responsables qui vont aller en prison ou qui vont avoir une amende, mais par contre, elle peut être mise en cause par défaut, effectivement, de prévention et devoir payer de la réparation. Et c'est également introduire des actions de prévention des violences dans le plan de prévention. Trop souvent, on voit que le PAPRIPACT n'inclut pas d'actions de prévention des violences sexistes sexuelles qui sont distinctes. Et puis, bien sûr, encore plus en amont, c'est mettre en place des politiques d'égalité professionnelle pour limiter les écarts de salaire, de parcours, de rémunération, de métier entre les femmes et les hommes. C'est également un facteur de prévention primaire. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci, oui, super, merci Florence. Et, je trouve ce qui est très confortant dans ce que tu nous dis là, c'est que quand même les choses bougent. Et ce qui est intéressant, c'est que on avait un peu l'impression, je veux dire que les premières années, quand on s'en était parlé il y a déjà un certain temps, c'est que les choses étaient un peu up-down, c'est-à-dire que il y avait un certain nombre de convictions, voire d'ailleurs de convictions gouvernementales, qu'il fallait globalement faire quelque chose, mais sur lequel, après ça suivait, mais ça portait pas forcément. Et là, dans ce que tu dis, il y a plein de choses fortes, mais il y a notamment que les entreprises ont bougé, donc le terrain a bougé, et qu'il y a des demandes de ce côté-là, et que les demandes, c'est non seulement l'écho qu'il y a des faits, mais c'est surtout l'écho qu'il y a une conscience et des besoins. Donc ça a beaucoup bougé. Ce que tu montres aussi, moi je veux dire que tu montres aussi tout à fait bien, c'est que on est un peu passé, comme tu le disais pour les RPS, de ce qui était quelque part c'est une problématique individuelle ou interindividuelle et point terminé, juste de comportement, et de voir ce qu'est l'ensemble. Et c'est vrai que, alors on reprendra peut-être ça tout à l'heure, Florence, si tu veux bien, mais là notamment tout le travail absolument fantastique que tu fais avec ton équipe sur les, j'allais dire, des secteurs à risque. Et on voit que des organisations qui sont liées à certains métiers, je pense à ce que tu disais sur la restauration, à ce qu'on peut dire aussi sur, par exemple, les métiers de soins, ce qu'on peut dire aussi, et là on aura
prochainement, je pense, un zoom un peu spécifique sur les établissements hospitaliers et sur les établissements de soins qui sont des héritages un peu ancestraux d'organisations pas toujours vertueuses, mais enfin en tout cas qui ont peut-être fait leur temps. Donc merci de souligner tout ça. Merci. Solution aussi justement des entreprises et des terrains. Et je vous propose là maintenant, je vais vous mettre juste 2 secondes là pour que vous identifiez qui sera qui dans les intervenants tout à l'heure. On va prendre une première rafale, si on peut dire, de témoignages de terrain, et donc avec à la fois grande entreprise, à la fois un profil service interentreprise plutôt grand, plutôt moyen, et pas seulement, comme dirait Laurent, un petit service de province du genre je suis un peu retraite. Voilà. Et puis avec des angles de vue, donc là, psychologue du travail, mais on aura aussi l'œil du dirigeant. Et si je peux me permettre, question que j'ai un peu posée tout à l'heure à Stéphane, et qui était symétrie des attentions, vous intervenez, c'est bien, et là vous intervenez dans les entreprises, mais globalement, comment ça se passe chez vous? Et donc Tamara, vous êtes en plein ça, c'est qu'en gros, comment ça se passe chez vous avec une entreprise qui est une grande entreprise, et j'essaye de vous retrouver de ce côté-là. Donc Tamara, les cheveux longs, je la connaissais avec des cheveux plus courts. Donc voilà, donc on se sent poussé depuis la photo, Anne-Marie. Voilà. Et ben voilà. Donc le truc est à vous. Donc je mets les caméras actives, je me tais, parce que si je me tais pas, c'est moi qu'on voit, et l'objectif c'est de vous voir vous. Donc Tamara, c'est à vous. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation au cercle, effectivement. Donc moi, je suis la référente harcèlement sexuel et agissement sexiste pour l'entreprise RTE, le réseau de transport d'électricité. C'est 10 000 salariés dans toute la France, et on a, alors même si ça se développe de plus en plus, mais on a plutôt une grosse partie de nos métiers qui sont des métiers dits opérationnels, avec du coup du travail technique de chantier en intervention. Donc avec une population qui est plutôt masculine, en tout cas pour une grosse partie. On a aussi des fonctions support, des fonctions d'ingénierie qui sont plus où il y a la mixité qui est beaucoup plus présente, mais en tout cas voilà, c'est quand même une caractéristique importante de nos métiers. Ce que je voulais vous partager à l'occasion de cette thématique-là, c'est que chez RTE, je dirais depuis 4 bonnes grosses années, en fait, on a vu, nous, une augmentation du nombre de signalements de violences sexistes et sexuelles. Ça a été multiplié par 5, en fait. Et c'est pas forcément que des situations qui sont récentes. Il y a certaines situations qui datent de plusieurs années. Alors je dirais pour peut-être un tiers des situations en fait qui ressortent. Donc ça montre qu'il y a de la parole qui se libère sur ces thématiques-là, et j'ai envie de dire c'est aussi à l'image de ce qui se passe dans la société, et ça c'est positif, toujours au service de l'accompagnement et de la prévention. Et donc, comme on a eu une augmentation du nombre de situations, on a dû mettre en place un certain nombre d'actions, à la fois pour traiter les signalements, pour les processer. Donc, on a un dispositif de traitement qui est particulier, qui est processé, qui se veut pluridisciplinaire, parce que c'est important qu'en fait, on puisse aussi croiser les expertises et les compétences, mais aussi le plus adaptable possible. Parce qu'en fait, on se rend compte que chaque situation, elles se suivent et elles se ressemblent pas. Et puis sur certains points, et puis sur d'autres aspects, en fait, elles se ressemblent beaucoup. En fait, on voit que il y a à la fois beaucoup de particularités, puis finalement, quand on creuse un peu, on voit qu'il y a quand même un terreau un peu commun. Donc, il y a un process de traitement. Il y a aussi en fait un certain nombre d'autres actions, des sensibilisations, de la formation des managers, de la formation des salariés sur cette thématique. Des affichages aussi, des engagements de l'entreprise autour de la tolérance zéro, et puis en cours aussi pour faire écho à ce que évoquait Florence notamment, c'est une évaluation en cours de notre risque donc violence sexiste et sexuelle au travail dans
dans l'objectif de pouvoir intégrer ces éléments-là dans le document unique d'évaluation des risques. Donc ça, c'est en cours de travail. C'est pas forcément le plus simple parce qu'il y a pas mal de facteurs de risque qui existent. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir alimenter nos actions de prévention. Ce que je constate, moi, c'est que la quasi-totalité des victimes, en tout cas qui sont recensées chez RTE, ce sont des femmes. Le plus souvent en position d'infériorité ou de précarité, donc avec sous lien managérial ou relation d'emprise, alternance, stagiaire, prestataire. On a aussi du personnel de ménage qui est concerné. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de tout l'accompagnement et de tout le dispositif, en fait, ce qui est le plus compliqué à gérer pour les victimes, puisque du coup, moi, j'accompagne et mon équipe, on accompagne les victimes dans leur quotidien. En fait, il y a vraiment deux grosses choses qui nous sautent aux yeux. C'est vraiment la charge de la preuve. Parce que finalement c'est aux victimes d'amener des éléments, c'est les victimes qui sont questionnées, interrogées, parce qu'on a quand même besoin d'avoir des éléments factuels. Des fois elles doivent répéter plusieurs fois la même chose dans les processus d'enquête, et parfois en fait quand ça se passe en tête à tête, on n'a pas forcément d'éléments de preuve, et dans ces situations-là on sait bien que l'absence de preuve ne veut pas dire que ça s'est pas produit, et parfois on peut pas forcément le prouver. Donc ça c'est une vraie difficulté qu'on accompagne. Donc ça c'est une première grosse difficulté. Et je dirais que la deuxième grosse difficulté qu'on peut rencontrer, c'est le retournement du collectif contre les victimes. Ça, c'est quelque chose que l'on constate assez fréquemment. Alors, soit sous couvert de elle l'a bien cherché, ou elle a pas dit non, ou encore ça fait des années, voire des décennies, en fait, qu'on fonctionne comme ça, et jusqu'à présent, personne s'était plaint. Et donc, en fait, finalement, c'est cette victime-là qui vient perturber l'ordre qui était établi précédemment. Et en fait, pour moi, ça fait écho à ce qui s'appelle la croyance en un monde juste. En fait, c'est des concepts de psychologie sociale, mais finalement, c'est aussi pour se rassurer, mais les gens obtiennent finalement ce qu'ils méritent et méritent ce qu'ils obtiennent. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut assez voir, enfin qu'on voit de manière assez fréquente. C'est-à-dire que finalement, quand on réussit pas, quand la victime ne semble pas être la victime finalement idéale, eh ben on va lui attribuer finalement des caractéristiques un peu explicatives, c'est-à-dire qu'elle aurait eu un rôle à jouer dans la situation qu'elle a vécue, et donc voilà. Et ça c'est très 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 difficile pour les victimes pendant tout le traitement de la situation, mais aussi après. En fait, parce que après le traitement, il y a une vie dans l'entreprise, et donc voilà. Donc il y a vraiment une nécessité de pouvoir accompagner dans tout le processus ces situations-là, et petit à petit, en plus de ça, ça permet aussi d'alimenter en allant toucher les représentations, les valeurs, les croyances des salariés. En fait, on peut aussi avancer sur des notions de prévention primaire et essayer d'agir le plus en amont possible de l'exposition au risque. Tamara, je vais peut-être vous arrêter là. En tout cas, merci, parce qu'on voit bien effectivement vous avez démarré, si on peut dire, il y a 5 ans, en gros, et les choses bougent, mais avec ce que vous montrez bien là, des difficultés tout à fait certaines, et qui sont liées à une question que je vous poserai tout à l'heure, peut-être pour le débat. Et là, on va demander à Isabelle Passou de prendre la suite. Mais c'est globalement comment évolue, parce qu'on voit bien que c'est un truc culturel, comment et un peu intrinsèque, comment évolue le management de ce côté-là. Là, on est dans une grande structure, on voit il y a 10 000 personnes, c'est quand même une structure, j'allais dire c'est une boîte très structurée, avec un management qui est très présent. Donc ça sera l'autre question tout à l'heure, avec on voit bien les réticences que vous avez bien décrites sur le collectif de ce côté-là, globalement comment ça évolue. Merci Tamara. Isabelle, alors. Isabelle Passou, donc vous êtes depuis 2 ans, 3 ans, je crois maintenant, au service interentreprise de la grande région nantaise, donc avec tissu interentreprise, donc assez différencié, à la différence de RTL tout à l'heure où on était vraiment sur une structure. Vous aussi, vous êtes psychologue du travail, avec un cursus qui vous a amené à connaître plein de tissus, j'allais dire, de tissus
à la fois industrielles et d'entreprises diverses et notamment managériales. Voilà. Donc maintenant c'est à vous comment ça se configure et d'un certain côté aussi comment, ne serait-ce que pour la structure SSCRN, d'un seul coup la conscience s'est élevée qu'il fallait agir sur ce point-là. Oui, merci à nouveau pour moi aussi de cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous. Je vais rejoindre beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par Florence Chaper et Tamara Boge. Donc le SSTRN est un gros centre en effet de services santé au travail de la région nantaise. C'est près de 400 salariés, donc ça donne aussi une force d'action. C'est 14 centres, c'est près de 80 médecins et dans ce cadre-là, il a été pensé de pouvoir apporter des compétences complémentaires pour appuyer l'action des médecins du travail. Et donc, nous sommes 7 psychologues dont j'ai la responsabilité de ce service des compétences complémentaires. 7 psychologues qui intervenons en fait sur des missions à la fois de prévention primaire, de prévention secondaire et de prévention tertiaire. Dans les préventions primaires, on anime des ateliers pour sensibiliser les entreprises, pour les aider aussi à mettre en place des préventions, des actions de prévention, pardon. Sur le secondaire, on va intervenir sur des collectifs qui sont en difficulté, voire en souffrance, en milieu de travail. Et donc ça, ce sont nos actions en milieu de travail. Et sur le tertiaire, on a un dispositif d'accompagnement de salariés en souffrance qui sont, pour diverses raisons, et bien sûr que cette situation impacte le travail, et donc ces personnes nous sont orientées par les médecins du travail. Et pour arriver rapidement sur ce qui m'a amené à travailler plus particulièrement sur ce sujet, avec un de mes collègues psychologues, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre, la parole en effet avec MeToo se déliait, et on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de femmes qui nous témoignaient, quelques hommes, mais bien sûr une majorité de femmes qui nous témoignaient de leur situation, des violences, des agissements sexistes, mais aussi du harcèlement sexuel et y compris d'agressions sexuelles subies au travail. C'est la première chose qui m'est marquée, c'est qu'en effet, cela arrivait dans certains secteurs de façon plus privilégiée. J'avais plus de personnes me rapportant ces faits-là dans le domaine de la restauration, dans le domaine des petits magasins, surtout avec une dominante d'hommes. Donc la mixité était aussi un élément, la faible mixité était aussi un élément important. Dans des secteurs aussi qui sont les secteurs de l'aide à la personne, le secteur infirmier, médical, mais notamment quand les personnes interviennent à domicile, où là, elles sont pas protégées par un collectif de travail. Et puis sur les profils, c'est Florence Chaper tout à l'heure qui évoquait la vulnérabilité de certains profils. Oui, les apprentis, j'ai eu plusieurs apprentis ou jeunes stagiaires qui ont subi des faits graves et qui ont même cherché à en parler aux managers, aux dirigeants, voire à leur école. Et en fait, c'est pas entendu, c'est pas suffisamment pris en compte. Donc ces éléments, pour faire court et on pourra en reparler, m'ont amené à penser avec le service un atelier de prévention où nous intervenons auprès des entreprises, des référents, des managers. Alors un atelier inter-entreprise sur lequel nos adhérents peuvent s'inscrire, qui est la prévention, un atelier sur la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel, mais aussi des interventions que nous faisons en entreprise sur ces sujets-là quand ils font face à des difficultés. Merci Isabelle. Pour ça, on aura encore une fois plein de questions à vous poser que peut-être on va vous poser globalement un peu plus tard, encore une fois, sur ce qui est, j'allais dire,
proprio motu, c'est-à-dire ce que vous, en tant que à la tête de ce département-là du SSTRN, vous avez envie de faire passer, et de ce qu'est la part globalement des demandes, comment vous voyez aussi évoluer les choses, parce que je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on organise là maintenant cette session-là, c'est-à-dire que les choses sont encore beaucoup tabous, mais ça bouge, et donc ce sera une question pour tout à l'heure. Alors maintenant, si vous voulez bien, je reviens à mon partage d'écran et je ne vais pas tarder à le reprendre. C'est une autre expérience, mais toujours encore une fois en service interentreprise. En revanche, j'ai un peu envie de vous pousser sur la pente savonneuse comme je poussais Stéphane tout à l'heure. C'est que vous êtes donc directeur général d'un service interentreprise. J'ai mis 18-24 parce que c'est plus court que de mettre Corrèze Dordogne qui ne tient pas dans mon carré gris, donc pardon, je vous dis tout. Et voilà, vous de votre côté, comment vous voyez ça comment et quelle a été quelle est la sensibilité interne, je dirais, de vos équipes, et en même temps la sensibilité globalement de votre action. Donc c'est à vous, je ne vais pas tarder à revenir. Voilà. Et donc alors vous intervenez en binôme avec Marie, Lauriol et vous-même. Merci à vous. Tout à fait, on ne sera pas très long et le strapontin est pris à bon escient. Merci Anne-Marie, bonjour à toutes et tous. Le service de prévention de santé au travail, alors qui n'est pas du 18, c'est le 19 la Corrèze et le 24 la Dordogne. Mais vous y étiez presque Anne-Marie. C'est votre ami Florence Morin qui m'a contaminé, pardon. Il n'y a pas de souci. Donc nous, effectivement, le service s'est engagé sur cette démarche, alors de manière sur deux axes. Le premier, ça vous a pas échappé, Monsieur Pimbert parlait des dernières lois, celle de 2021, l'article 1, souvent arraché de haute lutte, renvoie vers les questions d'égalité femmes-hommes sur le milieu du travail et renvoie aussi par ailleurs à des précisions sur la notion de harcèlement. Dans le harcèlement, il y a le moral et le sexuel, et de manière très sociétale, pour employer ce mot, la question des violences sexuelles et propos sexistes ou agissements, il y a différentes formulations, mais on voit bien et on le précise de plus en plus, mérite l'attention d'un service de prévention et de santé au travail interentreprise. Nous, on gère entre 130 et 150 000 travailleurs et dirigeants sur ces deux départements. Il est impossible que des faits, des agissements ne se fassent pas jour. La question, c'est comment est-ce qu'on les recueille et comment le service de prévention et de santé au travail départemental, interentreprise, est une forme de vigie sociale. Nous recevons à peu près 60 000 consultations par an. Il est très probable que la moitié, est assez genrée, puisqu'on fait aussi des statistiques de genre aujourd'hui dans nos rapports d'activité annuels. Hommes, femmes, il y a une prévalence des agissements envers les femmes, mais pas que. On est très certainement passé à côté de signaux faibles. La première démarche que l'on a, c'est de se sensibiliser à cela, c'est-à-dire de former les équipes sur ces éléments. Est-ce qu'on est capable de le faire? Moi-même, je me suis formé c'était des formations femmes-hommes, en plus avec d'excellents outils de l'ANACT, salutations à nos collègues, et avec des documentations INRS. On a des outils pour ça. Encore faut-il qu'on mobilise nos préventeurs, nos infirmiers. Marie Lauriol m'assiste aujourd'hui parce qu'elle est en charge et en référent là-dessus. Elle dira un mot naturellement de la manière dont les consultations peuvent être mises en place. Donc la première chose, c'est de sensibiliser les propres professionnels. Grosso modo, dans les services de santé au travail, on a un tiers de médecins, un peu plus d'infirmiers et autant de préventeurs. Le reste, c'est les services support. Toutes ces personnes-là, services support compris, je mets donc les secrétaires médicales dedans, sont des capteurs d'information. On voit trop de personnes dans nos cabinets et parfois ce qui peut être dit à l'infirmier n'est pas la même chose qui peut être dit à un secrétariat médical, qui peut être dit à un médecin en fonction du secret, de l'affinité, de la confiance qui peut être ou du moment simplement dans le cursus d'une visite qui peut prendre 3 quarts d'heure entre l'attente et la fin où vous sortez avec votre avis d'information, de prévention, d'aptitude ou d'inaptitude. Donc on a un capteur social qui est nécessaire, on forme nos équipes là-dessus. Deuxième élément, on travaille avec les services des partenaires du département, du terrain. Marie en dira un mot après moi. Le premier que l'on a, c'est au niveau préfectoral. C'est l'État qui a souvent des délégués de l'égalité femmes-hommes sur les lieux de travail notamment. Nous sommes en lien avec ces délégués et viennent nous former et faire également des sessions de sensibilisation auprès de nos publics, c'est-à-dire les employeurs, les ressources humaines, les dirigeants. Je rappelle, et vous le disiez, ma collègue tout à l'heure de Nantes, 90% des entreprises que nous voyons font moins de 20 salariés. Donc on est dans des milieux petits,
plus confinés, peut-être où l'expression est plus délicate, il convient aussi de se former et de sensibiliser nos adhérents là-dessus. Comme on n'a que quelques minutes, je laisse la parole à Marie qui va compléter avec la partie véritablement de la consultation et comment ça se passe avec les partenaires. Merci Laurent, hein. Merci Laurent et bravo pour tenir les temps. Marie, à vous. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir ce soir. Je compléterai juste le propos, je reviendrai sur le constat en fait qui a pu être fait dans les entreprises, que ce soit RTE ou que ce soit au sein du SPSTI de réseau de Nantes. On a fait le même constat en fait, ce dont parlait Laurent à l'instant, c'est-à-dire qu'en consultation, on peut être dépositaire d'une parole et on était souvent au démarrage en difficulté sur que faire de cette parole, vers qui orienter la personne, comment réagir, etc. Et donc, avec une autre collègue, on a monté ensemble un réseau de partenaires vers lesquels orienter nos salariés dans des situations de ce type. Pas que, on a aussi tout ce qui est précarité, etc. Mais on a beaucoup axé, au démarrage en tout cas, sur les violences faites aux femmes, alors que ce soit au niveau du travail, mais aussi sur les violences conjugales. Et à ce titre-là, on avait demandé à faire intervenir un gynécologue de Gynécologues sans frontières, ainsi qu'un des référents départementaux de l'ordre des médecins, pour lever un peu cette histoire du secret médical qui peut des fois entraver ou en tout cas gêner beaucoup nos médecins dans le transfert de l'information et dans l'orientation des salariés, souvent EES, qui sont victimes de ces violences-là. Et donc on a pu monter ce répertoire-là et ça permet à chaque consultant aujourd'hui, y compris les secrétaires, y compris les préventeurs qui souhaitent avoir ce répertoire, de savoir vers qui orienter la personne en fonction du besoin exprimé. Et donc notamment on a une partie qui est un petit peu plus conséquente sur toute la partie psychologique, donc que ce soit les CMP en ville ou etc. Et puis toute la partie violence faites aux femmes. On a la chance en Corrèze d'avoir 2 structures qui travaillent là-dessus et qui font aussi un gros travail sur la dévictimisation des personnes. On parlait tout à l'heure de profil. Il y a effectivement pas de profil psychique spécifique qui va être victime, mais on sait que on retrouve souvent des personnes qui régulièrement dans le milieu du travail et extra-travail se retrouvent confrontées à des violences. Donc, on essaye aussi d'orienter ces personnes dans ce cadre-là afin qu'elles puissent elles-mêmes toutes seules déjà, quand elles sont prêtes, que le travail est suffisamment avancé, se prémunir contre ces violences et changer leur posture pour ne plus être victimes et ne plus se vivre comme des victimes. Voilà ce qui est fait sur la Corrèze en termes de facilitation au sein de nos consultations. Merci Marie et merci à Laurent d'avoir évoqué ces questions et notamment les 2 choses que vous dites avec beaucoup de tact, je trouve, Marie, c'est à la fois la délicatesse finalement des situations auxquelles vous êtes confrontés, les questions qui sont presque des questions d'ordre déontologique et presque plus moral que vous avez, et puis la réaction que vous avez eue, si je comprends bien, avec un certain nombre, je vois que Isabelle nous disait un petit peu la même chose, c'est-à-dire d'échanger, de vous fédérer de façon formelle ou informelle entre vous pour justement contribuer à faire progresser tout ça. Donc merci de toutes ces questions-là. Ce que je vous propose, c'est que peut-être on voit toutes les questions, les échanges et les rebonds un petit peu plus tard, et puis qu'on passe à notre deuxième vague de témoignages, et cette fois-ci sur quelque chose qui est tout aussi sensible, je dirais, spontanément. Je dirais pas que les boîtes pourraient tendance à avoir à dire, ça se passe à l'extérieur de l'entreprise, donc en quoi est-ce que moi je suis directement ou responsable ou impliqué, encore une fois mis à part par humanité. On voit d'ailleurs, et ça on pourra vous les donner ensuite, qu'il y a un certain nombre d'études, non pas en France, mais notamment au Canada et aux États-Unis, qui ont été faites sur les coûts et les impacts en productivité parce qu'ils aiment bien chiffrer les choses, les Américains, des répercussions sur tout ce qui est perte de temps de travail, absentéisme, détérioration du climat, et là on rejoint les impacts des RPS là-dessus. Voilà, donc deuxième vague, si je peux me permettre, sur la question des violences conjugales, des violences familiales, comment on détecte, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi est-ce qu'on s'implique là-dedans, et avec, j'allais dire, notre grande initiatrice quasiment de cette table ronde d'aujourd'hui, Florence, puisque c'était en gros avec vous qu'on a eu l'idée de choisir cette date et de se dire on va prendre la question à bras-le-corps. Donc Florence Vinceau est directrice santé qualité de vie du groupe France Télévisions, avec un cursus qui est à la fois un cursus de RH et juridique, et donc c'est bien aussi d'avoir cette dimension de juriste là-dessus. Donc Florence, c'est à vous. Comment vous êtes
Il faut que vous mettiez votre micro, oui. Voilà ce que me dit Jean-Loup. Il faut que vous mettiez votre micro. Alors voilà, c'est super. Et donc, on centre l'attention sur vous, et c'est à vous. Je pense que là c'est ok. Vous devriez m'entendre. Ouais. Ok. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc en effet, moi je fais partie de France Télévisions et je suis directrice déléguée à la santé et à la qualité de vie au travail. Donc mon premier rôle est de définir une politique QVCT pour France Télévisions et donc de développer, d'acculturer à la prévention des risques, qui n'est pas une mince affaire dans notre entreprise, et de créer des outils, des dispositifs concrets pour tous les salariés, pour les acteurs en responsabilité, pour les managers et les RH sur plein de sujets différents. Et on a notamment le sujet du harcèlement. Alors en effet, là, j'interviens pas là-dessus, mais sachez que je suis aussi référente harcèlement pour l'entreprise et qu'on a mis en place un nouveau dispositif récemment et qu'on fait aussi pas mal de choses là-dessus. Mais bon, l'idée là est de partager plus sur les violences conjugales ou intrafamiliales. Donc, comme vous le savez, au niveau de France Télévisions, en fait, dans le cadre de notre mission de service public, on doit permettre à tous les publics de trouver le moyen de s'informer, et notamment sur les sujets, les enjeux sociétaux, et régulièrement à l'antenne. On parle de sujets, par exemple récemment il y a eu pas mal de sujets autour du harcèlement scolaire, et dans les prochains jours, dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, donc le 25 novembre, donc France Télévisions va rappeler l'importance de lutter contre ces violences et va proposer pas mal de contenus à l'antenne. Et donc c'est notamment des contenus sur différents supports, que ce soit la télé classique, mais aussi sur notre plateforme France TV, mais aussi sur Lumni, qui est pour les jeunes. Et en fait, ce qu'on essaie de faire parfois, et c'est alors ce que pour la semaine prochaine en tout cas, pour nous, c'est qu'on essaie de voir comment on peut mener une action en parallèle. Donc on a toute cette action qui est faite pour nos publics, et on se dit, c'est bien de profiter de ces moments-là pour qu'on mène en parallèle, en interne, donc auprès de nos collaborateurs, en s'appuyant sur nos programmes, comment on peut mener une action de sensibilisation et de prévention. En ayant bien sûr pour objectif assez classique, de sensibiliser sur le sujet, d'aider à faire prendre conscience, et puis aussi de faire connaître les ressources qu'il y a en interne pour les salariés eux-mêmes et pour leurs collègues. Et ça a été initié, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour les entreprises de se lancer sur des sujets comme les violences conjugales. Et en fait, c'est Delphine Ernotte, elle-même la présidente de France Télévisions, qui depuis c'était 2022, a demandé justement à ce que, au-delà de ce qu'on fait pour nos publics, qu'on puisse aussi nous lutter contre l'isolement des personnes, et de permettre justement aux salariés de réussir à retrouver, travailler de nouveau sereinement et en toute sécurité. Et donc dans ce cadre-là, ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est qu'on va mettre plusieurs actions, on va procéder à plusieurs actions. Donc bien sûr, on va mettre en avant la journée du 25, on va mettre en avant nos programmes, parce qu'en fait, on ne relaie pas en permanence tous nos programmes en interne, on le fait seulement pour des moments forts, et là, il y a toute une campagne qui a déjà commencé aujourd'hui, je crois, pour relayer tous nos programmes qui sont en lien avec ces sujets-là, en interne auprès de nos salariés. Et le 28 novembre, on va organiser un événement pour nos salariés, c'est-à-dire qu'on va projeter un documentaire qui a été coproduit par France Télévisions, qui s'appelle La réparation, une psy au commissariat. Et en fait, ce documentaire-là, qui est disponible d'ailleurs sur la plateforme, on va le projeter, donc c'est un 52 minutes, on va le projeter en interne. Donc on a une salle de projection. Les salariés vont pouvoir venir en présentiel ou aussi en distanciel, parce que nous on a des salariés qui sont dans des stations ultramarines et qui sont aussi en région, donc ils vont pouvoir aussi le suivre à distance. Et à l'issue de la projection, on va avoir un temps d'échange qui va être animé par un journaliste interne, un temps d'échange avec la réalisatrice du documentaire, la psy qui intervient dans le documentaire,
Et on a aussi invité la directrice de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui va venir pour nous parler notamment du 39-19. Et l'idée, c'est de pouvoir ensuite échanger avec tous ces intervenants-là en s'appuyant, c'est-à-dire s'appuyer sur le documentaire pour aller questionner sur en quoi consiste la réparation. À un moment dans le documentaire, on a une personne, donc une femme, qui est accompagnée et qui a vécu des violences conjugales et qui dit que il faut partir au moindre signe. Donc, vous voyez, c'est rebondir, de dire quels sont ces signes. Donc voilà. Donc il y a un certain nombre de questions qui vont être posées et d'échanges qui vont avoir lieu après, et qui vont permettre, en effet, aux collaborateurs de pouvoir ensuite, au-delà d'entendre ces échanges-là, de poser aussi des questions. Et bien évidemment, l'idée, c'est de pouvoir aussi, dans le cadre de ces échanges, qu'on puisse, nous, en interne, faire part de comment, aujourd'hui, on peut aider à protéger nos salariés, à soutenir les personnes qui sont victimes, en faisant part des ressources qui sont disponibles. Parce que c'est assez méconnu. On a au sein de France Télévisions des assistants sociaux, donc on a un contrat de prestation avec des assistants sociaux, et donc ils peuvent aider sur tout type de situation, d'accident de la vie, comme on dit, et notamment dans ces situations-là. Donc aider dans l'urgence, mais aussi sur la durée, que ce soit bien sûr sur l'écoute qu'on peut apporter, le conseil ou l'aide pour trouver un accueil d'urgence, l'aide juridique, l'aide financière, parfois on peut avoir besoin, trouver aussi un nouveau logement, et puis aider aussi sur toutes les démarches administratives associées. Et c'est aussi mettre en avant, on a aussi des psychologues du travail, donc c'est mettre en avant aussi ces acteurs-là. En fait, c'est faire savoir, faire connaître toutes les ressources, parce qu'il y en a. Et aussi ce qu'on a mis en place, là c'est à titre exceptionnel, quand il n'y a pas de solution familiale ou amicale qui permette à une personne en urgence de pouvoir trouver un refuge, d'être mise à l'abri, eh bien il est arrivé, et ça c'est, on a eu de temps en temps un cas cette année, de faire en sorte qu'on puisse prendre en charge la mise à l'abri d'une personne pour laquelle on ne trouvait aucune solution d'hébergement. Et donc là, l'entreprise prend en charge jusqu'à 1 mois dans un logement type appart-hôtel pour des personnes de ce type-là. On avait pu entendre parfois des situations où des personnes se retrouvaient à dormir. Merci Florence, on va peut-être conclure là maintenant, mais en tout cas merci, et on voit bien, si je peux me permettre, par vous et par votre cas, ce qui est, je dirais, à la fois le courage qu'il faut et en même temps ce qui est la signification véritable d'une entreprise à mission. Parce qu'effectivement, ce que vous soulignez au début tout à fait clairement, c'est que la mission de France Télévisions est d'informer tout type de problèmes sur des problèmes sociétaux quotidiens tout à fait forts, et que là, je dirais que c'est l'illustration quasiment inverse, c'est-à-dire que finalement, vous utilisez, si je peux me permettre, la mobilisation externe que font vos documentaristes et vos antennes de ce côté-là pour, je dirais, en jouant au billard, si on peut dire, ou un peu plus que ça, en sensibilisant l'interne et en faisant progresser les choses et la maturité de ce côté-là. Merci à vous, merci Florence. Alors Christine, si vous voulez bien, Christine Huy-Simon, alors on est, si je peux me permettre, avec votre secteur, même si vous n'allez pas nous parler, Madame Christine, où est-ce qu'elle est? Ah ben là voilà. Merci Christine. Donc vous de votre côté, c'est que on voit bien, et on tournait tout autour tout à l'heure, qu'il y a un certain nombre de secteurs qui sont particulièrement sensibles. Déjà sur le premier point de ce qu'on évoquait, du fait des contacts avec le public et autres, mais là vous aussi vous avez choisi, donc c'est un autre profil avec Dr Christine Huy-Simon, si je peux me permettre, c'est que vous êtes à la limite notre otage médecin du travail et médecin tout court à cette table ronde qui est un peu virtuelle, mais voilà. Et donc alors voilà, chez vous, comment et pourquoi vous êtes notamment centré sur cette question, Christine? Et puis peut-être dire en 2 mots aussi ce qu'est votre structure et vos activités
En fait, Je veux dire que, par parenthèse, Christine a été au moment du Covid, j'allais dire notre palpeur chinois, si je peux me permettre, par la distribution en Chine, et c'est par vous qu'on avait senti des premiers bien avant mars, que le truc allait tous nous tomber sur le coin de la figure. Donc pardon, Christine, c'est à vous. Alors oui, merci beaucoup de me donner la parole ce soir. Oui, notre entreprise a une majorité de femmes qui sont nos employés. Et je n'ai pas besoin de le redire, mais les violences se produisent absolument partout. Alors au sein des foyers, et c'est ce dont nous allons parler maintenant, mais de tous les lieux dédiés, les activités communautaires, les lieux de soins, on en a parlé, je ne reviendrai pas dessus. Mais nous avons un credo, enfin en tous les cas aux Galeries Lafayette, et ce depuis 2019, on se dit que où qu'elle se produise, l'entreprise peut jouer un rôle important et on a même le devoir. Alors, quels sont les atouts de l'entreprise dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Le premier atout, c'est que je trouve que l'entreprise est terriblement contrariante de la stratégie de l'agresseur. Elle désisole la victime et elle la valorise, ne serait-ce que par son travail. Ces deux points-là, ça suffit souvent pour permettre à la victime de retrouver confiance en elle, de retrouver une certaine foi en l'avenir et d'être aidée. Alors évidemment, tout ça n'est pas aussi simple et la première des difficultés est dans l'agression elle-même. Toute personne agressée ou victime de violence commence par vivre, moi j'appelle ça le temps d'enfouissement, le temps de déni, le temps de latence, le temps de l'écureuil malade qui enfouit des mauvaises noisettes. Mais les victimes se sentent d'abord honteuses, coupables, les violences sont pratiquement toujours le fait de pervers et sont d'autant plus difficiles à prouver, ce qui rend la parole d'autant plus difficile. Et puis il y a ce fameux frein majeur qu'on observe dans quasiment tous les dossiers, qui est si je pars, si je parle, si je change de vie, où vais-je loger et avec quelle finance vais-je m'en sortir? Alors le premier devoir de l'entreprise dans ce cas-là, c'est d'apprendre à observer, à écouter et à être là quand les victimes de violences se déclarent. Parce qu'elles vont se déclarer n'importe quand et généralement dans un temps imprévisible. Elles appellent dans l'urgence ou elles se déclarent n'importe comment. Elles vont disparaître de leur travail, elles vont revenir à contretemps, elles ont des comportements inhabituels, quelquefois des colères, des attitudes dépressives. Et finalement, il nous a paru important d'apprendre aux collègues, aux managers, à tout le monde, à identifier un petit peu ces appels au secours. Alors, pour ce faire, l'entreprise, et ce depuis 2019, propose des formations qui tournent tout au long de l'année. Elles sont proposées, elles ne sont pas obligatoires, mais elles sont vraiment de plus en plus suivies. Et ces formations, effectivement, apprennent comment écouter, que voir, vers qui orienter. Et puis, il y a une campagne annuelle de sensibilisation sur le sujet qui, elle, n'est pas obligatoire non plus, mais qui sensibilise toute l'entreprise une fois par an avec l'aide des associations. Alors, dans l'urgence, les premiers écoutants, en toute humilité, ce sont souvent d'abord les collègues, les managers, qui orientent très vite vers les infirmiers et le service social. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les infirmiers et le service social peuvent être également des premiers écoutants. Alors, les pilotes, l'assistance sociale et le service médical, qui sont quand même les pilotes de la prise en charge, vont très vite et dans l'urgence agir, savoir soustraire une victime à la violence, la reloger, mais temporairement, j'insiste, puisque le temps long est beaucoup plus difficile, s'assurer du suivi de soins, et ceci immédiat, parce que on a souvent des problèmes de santé liés à la violence, veiller au parcours légal et judiciaire, proposer des aides et des accompagnements, et veiller aux conditions de vie sociale et de revenus. Très vite, donc ça c'est le temps court. Alors je vous disais, dans les atouts de l'entreprise, il y avait
le désisolement, la valorisation, mais aussi cette capacité de mobiliser tant sur le temps court que sur le temps long. Est-ce que je peux vous interrompre juste 10 secondes, Christine, parce que vous, alors il y a votre vaisseau amiral, si on veut me permettre, que tout le monde connaît, et dont tout le monde vient lécher les vitrines, là maintenant, au moment de Noël, mais vous avez aussi donc un certain nombre d'établissements qui sont à la fois en France et ailleurs. Comment ça se passe? Parce que vous êtes là, vous êtes au service, j'allais dire autonome et central de santé-travail du groupe, mais comment ça se passe ailleurs? Je veux dire, et vous soulignez, et je vois là, on a la même chose dans le fameux rapport là dont je vous parlais tout à l'heure, qui est sorti tout à l'heure, c'est l'importance des collègues. Donc les collègues détectent, mais après, comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, pour ce que je vais appeler les magasins du réseau, ce qui est loin d'Haussmann et du vaisseau amiral, ils savent, donc ils le remontent au manager. On a des référents violence, on en a 2. Et puis ils savent le remonter directement vers le service médical. Je suis le médecin coordinateur et l'assistante sociale. Il y a aussi une association, enfin c'est pas une association, c'est un partenariat, on appelle ça le Lafayette Entraide. Donc le Lafayette Entraide est capable d'écouter tout le réseau, y compris Haussmann, tous les jours, dimanche inclus. On a un souci, on appelle Lafayette Entraide, c'est une écoute sociale permanente. Et donc, à partir de tous ces entonnoirs, si vous voulez, de réception du souci, eh bien, on peut agir, on peut mettre en route l'action de l'entreprise sur l'ensemble des problèmes qui sont quand même des problèmes extrêmement divers. Au-delà des atouts de l'entreprise que j'ai cités, l'entreprise a un atout majeur, c'est qu'elle va maintenir la personne dans l'emploi et offrir un maintien socio-professionnel, qui est souvent une conséquence dramatique des violences, notamment des violences conjugales faites aux femmes. Les sous-sphères de la violence, c'est une chose, leur donner un maintien socio-professionnel, c'est extrêmement important, et c'est là où je dirais que l'entreprise a un rôle majeur à jouer. Comment elle peut jouer son rôle? Parce que tous les acteurs sont impliqués, et ça peut être la sécurité. Nous, on est un grand magasin, on rentre et on sort, et sur le réseau, pareil, les gens rentrent et sortent comme ils veulent. L'époux ou la personne violente peut rentrer dans le magasin, attendre la dame à la sortie, la suivre, la piloter. Et là, on a souvent besoin, nous, de la sécurité du magasin ou de la sûreté qui va nous aider à protéger les personnes en question. Je sais pas, des choses où on ne pense pas. Changer les horaires, changer les affectations, aider la personne à se cacher, aider la personne à ne plus se cacher et à retrouver un terrain d'atterrissage. Nous ne faisons pas tout en direct, mais nous en faisons beaucoup. Et ensuite, on active des associations, des partenaires qui vont aider sur le temps long. Merci Christine. Et ce qu'on voit bien là, c'est peut-être une question là maintenant, on va pouvoir ouvrir le débat avec tous, si vous voulez bien, mais une question qu'on voit bien là aussi, c'est l'importance non seulement des collègues, mais finalement de pouvoir agir en réseau. Et donc ça veut dire, question pour Christine, mais peut-être aussi pour vos 2 prédécesseurs, prédécessrices sur ces questions, puis pour vous aussi Stéphane, sur ces questions de violence familiale et du rôle aussi protecteur finalement que joue le travail et que joue l'entreprise. Comment ça fonctionne ces réseaux et cette sensibilisation? Comment vous y arrivez? Si vous faites des formations formelles, est-ce que voilà. Donc 2 minutes pour Christine et puis après pour les autres. Alors le réseau, on l'active assez facilement, mais j'entendais parler du secret. Alors toujours avec l'accord de la personne. Une personne va nous livrer des choses au service médical sous le sceau du secret, on ne va pas en parler sans lui dire voilà comment nous pouvons nous aider, voilà ce qu'on peut faire, est-ce que vous nous autorisez à activer la sûreté, les ressources humaines, votre manager, est-ce que vous nous autorisez à parler? Nous n'allons pas tout dévoiler si c'est nous qui parlons, et nous sommes les pilotes en fait, c'est nous qui sommes les pilotes, nous n'allons pas dévoiler tout le contexte de violence, tout ce qui s'est passé, mais quand nous demandons et quand nous activons dans le réseau aide sans trop poser de questions. D'accord. C'est le médecin ou l'assistant social qui active, donc on fait. Et c'est peut-être ça la force du système. Ouais. C'est une activation un peu informelle mais forte.
est forte. De votre côté, peut-être Stéphane, et puis après on demandera à la fois à Florence aussi de Vincent et puis Florence Chaper, et puis on peut démarrer le débat là maintenant à vos questions, donc à la fois utiliser le chat et tout ça. Alors, à l'INRS, on n'a pas travaillé spécifiquement sur les violences conjugales, donc je ne vais pas, je dirais, parler de l'INRS, des documents, des ressources, des productions de l'INRS sur ce sujet. Par contre, on a vécu un cas, on a eu très peu de cas de violences conjugales, mais on a eu un cas il n'y a pas très longtemps et qui m'est remonté directement en tant que directeur. Ce qui nous a beaucoup aidé, et vous le citiez, madame, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir identifié auparavant ce qu'on peut appeler un processus, une procédure, des interlocuteurs qui puissent intervenir rapidement. Parce que nous, le cas que j'ai en tête, c'est une personne qui est arrivée un matin, une chercheuse de notre centre de recherche, qui est arrivée avec le visage tuméfié. Et là, les collègues ont commencé, enfin certains collègues, j'allais dire avec tact, je vais dire ça comme ça, à discuter avec elle, et ils se sont aperçus que c'était vraiment un cas pour lequel il fallait intervenir, un vrai cas. Alors là, il y a eu plusieurs points déjà sur lesquels j'insiste parce que ça a été en tous les cas ma difficulté assez rapidement. Ça a été deux sujets. Le logement. Où est-ce que la personne va aller si elle ne retourne pas chez elle? Deuxièmement, l'argent. Sur ça. Et puis troisièmement, bien entendu, vous avez insisté, mais le maintien du travail et du salaire, qui est un élément évidemment très important. Alors, sur les interlocuteurs, on les avait identifiés à l'avance dans une procédure, comme pour l'aspect harcèlement sexuel, etc. Sur le logement, on avait identifié des associations locales et nationales qui étaient capables d'aider par rapport à ça. Et pour l'argent, on avait prévu une situation un peu d'urgence qui était à travers le CSE, le comité d'établissement, qui a la possibilité d'attribuer de façon urgente et très rapide une somme, alors évidemment limitée. C'est l'aspect, vous insistez sur l'aspect court terme et pérenne, hein, mais le court terme, il peut être très important, très urgent, et il faut résoudre tout de suite. Hein, si la personne ne peut pas rentrer chez elle, ou s'il faut qu'elle empêche j'allais dire le mari violent, parce que c'est quand même assez souvent ça, de pouvoir revenir le soir à la maison, le soir même, hein, c'est pas dans 15 jours ou autre, c'est le soir même à la maison. Il faut identifier, le cas échéant, des personnes qui peuvent changer les serrures, enfin bon, etc. Mais en tous les cas, interlocuteur identifié avant, l'aspect de logement d'urgence, l'aspect d'argent d'urgence aussi, maintenir et donner un appui, y compris avec l'interlocuteur interne, pour aller faire les formalités auprès, le cas échéant, de la police, ne pas laisser la personne toute seule aller au commissariat toute seule, etc. Donc cet appui-là, et puis bien entendu l'appui de l'employeur. On a, tout à l'heure, Anne-Marie montrait une brochure INRS, mais c'est parce que ça collait complètement avec ce que vous disiez. Ça s'appelle « Qui solliciter si j'estime être exposé », etc. Donc on a collègues, encadrement intermédiaire, chefs d'entreprise, représentants du personnel, service de santé au travail, bien entendu, médecin traitant, il y a inspection du travail, avocat, service de police ou gendarmerie. Mais en fait, on a essayé justement d'identifier les interlocuteurs possibles. Avec le titre qui est en parler. Voilà, et ce qu'ils peuvent faire, avec l'idée de en parler. Pour en sortir, il faut en parler, c'est ce que vous disiez. Et qu'est-ce que chaque interlocuteur peut faire pour aider, pour appuyer. Alors, ça, bien entendu, c'est sur le site internet de l'INRS, mais c'est un élément qui est important. Et en tous les cas, nous, on était, j'allais dire, presque rassurés d'avoir prévu, enfin pas l'avoir prévu, je ne vais pas dire, je fais attention au terme, mais d'avoir travaillé sur le sujet à l'avance pour être capable d'avoir un fil rouge, des interlocuteurs
et des personnes qui puissent être dédiées pour aider la salariée dans ce cas, qui était un cas d'urgence à la journée. Et de violence assez forte. Donc, encore une fois, l'information, bien entendu, ça on l'avait faite auprès de tous les salariés, les référents, les interlocuteurs, les procédures, et l'appui employeur qui doit être très important. Qui est non seulement un appui moral, mais qui est aussi un appui opérationnel. Je vous propose que peut-être on lance le débat là maintenant avec à la fois nos interlocuteurs, nos intervenants et comment ils réagissent les uns sur les autres. Je crois que la grande idée, c'est ça, c'est en parler pour en sortir et avoir de façon formelle ou pas formelle, j'ai dit dire maintenant sur les deux cas, hein, donc soit violence conjugale, soit violence interne, violence à l'occasion du travail, les structures et les réflexes, et d'un certain côté aussi la capacité d'écoute. Et ce que disait le gars tout à l'heure, je crois que c'était Isabelle, Tamara, sur la collecte des informations. Alors Florence, toi, de ton côté un peu, sur ce que tu entends ça, et pour moi la question étant aussi, comment ça mûrit, comment on sent les choses, ou comment on arrive à faire mûrir un peu tout ça récemment. Oui, alors... Florence, et puis je vois Marie-Amélie qui met ça. Donc après peut-être, après la réaction de Florence, si tu veux bien. Oui, donc quelques éléments que ça m'évoque. Alors, l'ANAC n'a pas non plus travaillé sur les questions de maintien en activité des personnes victimes de violences conjugales, mais on devrait le faire. Et on travaille aujourd'hui beaucoup sur les femmes notamment qui ont de l'endométriose, un cancer du sein, etc. Or, les problématiques de maintien en activité sont assez proches. Elles sont à la fois différentes mais proches. Donc, on y viendra. Alors moi, je voudrais quand même recommander tous les travaux, les brochures, les affiches de la Fédération nationale des CIDFF qui ont publié énormément de ressources sur les violences conjugales. Voilà. Donc, c'est pour moi l'acteur de référence qui a le plus abouti sur ce sujet. D'ailleurs, ils avaient fait un partenariat, y compris, je crois, avec RTE ou EDF, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, puis il y a aussi des associations sur Paris, type Une femme, un toit, enfin, etc. Et les femmes à toit, qui font un boulot fantastique de ce côté-là. Ouais. On va revenir là-dessus. Marie-Amélie, si vous pouvez peut-être dire aussi juste deux mots sur qui vous êtes et puis sur quel sujet vous aviez envie de commenter, donner votre avis. Moi, je suis psychologue, je fais beaucoup d'examens psychologiques, donc je suis missionnée souvent par le tribunal et les officiers de police judiciaire, des gendarmeries, donc sur réquisition. J'ai malheureusement eu une panne d'électricité, j'ai manqué tout le début de vos interventions, c'est bien malheureux. Voilà, et je voulais intervenir pour dire qu'en effet, et aussi malheureusement, et j'en parle ouvertement, je suis aussi victime, j'ai été victime de violences conjugales. Donc effectivement, ça atteint tous les publics, y compris les psychologues spécialisés, donc c'est toujours très difficile à assumer. Donc c'est vrai qu'on va en marche arrière avec frein à main à la gendarmerie, c'est très très compliqué. Et pour vous dire donc d'expérience de l'intérieur, mais aussi parce que par rapport à mes petites statistiques personnelles, le milieu de travail est extrêmement important. Et c'est ce qui finalement nous maintient dans la vie ordinaire, quoi, et qui permet d'entretenir cette vie sociale et ce contact et cette confiance en soi aussi, de pas perdre pied. D'où l'intérêt effectivement de pouvoir communiquer dans le milieu du travail, et que c'est vraiment un superbe biais. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et il y a vraiment un levier ici extrêmement important. Merci de votre sincérité et de votre témoignage. Et effectivement, on le voit bien, là c'est le caractère protecteur du travail et de l'emploi et de l'employeur, j'allais dire dans
dans son rôle de ce côté-là. On voyait bien aussi les 3 points que vous mettiez en avant, Stéphane, sur ce qu'était le logement, le maintien dans l'emploi, et puis l'argent, effectivement, et la mobilisation des divers acteurs, dont, dans votre cas, mais je pense aussi dans beaucoup, la sensibilité et l'action du CSE là-dessus. Alors, d'autres questions, d'autres réactions, pardon, parce que je vois que Cyril, qui je voulais filer le micro, il a dû se sauver, donc voilà, mais sur vous autres, et peut-être Christine aussi, à qui j'ai coupé un peu la chic, pardon, sur votre action de ce côté-là. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter? Je concentre bien sur l'importance des réseaux, d'avoir quand même des processus, d'avoir des interlocuteurs qui sont là. Voilà. Qu'est-ce qui est important et comment vous sentez évoluer les choses? Et là aussi, pardon, la question de tout à l'heure, vos managers. Parce que quelque part, c'est des relais. En termes d'évolution, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez, Marie-Amélie, que l'entreprise est importante, et oui, et le rôle de l'entreprise, il est à la fois privilégié et important. C'est-à-dire que c'est vraiment le lieu où finalement les femmes victimes de violences peuvent s'exprimer le plus facilement. Mais surtout, ce que j'observe, c'est que les employés de l'entreprise, et ceci quel que soit leur niveau, sont demandeurs de formation et de conseils pour être, je dirais, à la fois de meilleurs écoutants ou de meilleurs observants, parce que vous disiez, oui, une femme qui arrive cabossée par une violence de la veille, je dirais que ce cas, il est à la fois dramatique, mais il est presque facile à identifier et à gérer. En revanche, ça se passe assez peu comme ça peut être comme ça, mais il y a ce fameux temps de latence où elles se font cabosser ou moralement, ou physiquement, ou les deux, où on cache tout, et ce temps, plus il est long, plus leur vie est en danger concrètement, hein, et plus leur maintien et le maintien dans l'emploi et le maintien socio-professionnel de la famille entière est en danger. Et c'est là où finalement l'entreprise peut peut-être aussi être un observateur un raccourcisseur de ce temps, ou une aide de ce temps. On peut s'exprimer. Dans ces procédures. Merci Christine. Alors on va demander à nos psychologues du travail de tout à l'heure, alors Marie Loriol et puis Tamara, de réagir un petit peu sur l'ensemble. On a encore 3-4 minutes, pas beaucoup plus, mais merci et Isabelle aussi, enfin voilà, tous. Sur ce chemin, je dirais, aussi du message que donne Christine, et qui est de développer quelque part, que ce soit par le biais de formation ou autre, une forme de sensibilité qui est à la fois attentive et attentionnée aux autres. Je crois, Marie, c'est vous qui étiez la première parue au micro et à la caméra. À vous, 2 minutes là-dessus, et puis Isabelle. Je voulais juste revenir sur le fait qu'effectivement l'entreprise peut être un bon soutien pour les personnes victimes de violences, mais ça peut aussi par moment avoir un effet complètement contre-productif, dans le sens où un peu dans l'inconscient collectif, une femme qui est battue, elle doit partir. Si elle ne part pas, c'est que la situation lui convient bien. Et en fait, l'intervention dont on a bénéficié, nous, conjointement, donc avec l'Ordre national des médecins et ce fameux gynécologue, au départ, on n'était que 5 à y assister, que 5 infirmières.
Et en sortant, Laurent vous confirmera peut-être, je l'ai appelé en lui disant il faut impérativement que cette parole-là soit réentendue et sur un temps institutionnel, parce que là c'était au-delà de 18h, je crois, la réunion, de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, parce qu'on a des collègues qui sont victimes de violences conjugales aussi au sein du service, on ne le sait pas toujours, et de façon à ce qu'il n'y ait plus cette notion de jugement et cette notion de si ça lui va pas, elle a qu'à partir, c'est facile. Et je voulais vraiment que cette parole-là puisse être entendue par tous, et donc que ce soit les secrétaires, que ce soit les médecins, les infirmières, mais aussi les préventeurs, parce que c'est une parole qui peut faire extrêmement de mal et qui peut freiner énormément l'évolution de ces femmes qui sont, enfin, et hommes, mais hélas, il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans ces situations difficiles et qui, du coup, ne peuvent pas, au travail, trouver le soutien qu'on pourrait pourtant leur apporter. Merci de rappeler ça, c'est hyper important. Merci Marie et Tamara de votre côté, et puis Isabelle. Alors pardon parce que je vais être à 1 minute chacune, parce que sinon tout le monde a en plus vous avez de la route gelée à faire, donc je pense à Stéphane notamment. Tamara. Ouais, non, c'est très intéressant d'aborder en fait en parallèle les violences sexistes et sexuelles au travail et les violences conjugales et intrafamiliales, parce qu'en fait on voit que ça repose quand même sur un terreau qui est commun. Finalement, c'est le continuum en fait des violences sexistes et sexuelles, à la fois dans leur gravité, mais aussi en fait dans l'interdépendance en fait des sphères de vie. Et on voit que ça repose sur des mécanismes un peu similaires. Et c'était aussi pour rebondir sur finalement sur ce que disait Isabelle, c'est que en fait ce qui aide aussi, c'est le regard des autres qui est porté sur ces thématiques-là. Et c'est ce que je voulais évoquer au travers de quand je vous citais les travaux de la croyance en un monde juste, c'est-à-dire que une femme qui est victime de violence, quelle qu'elle soit, si elle ne part pas ou si elle ne dit rien, en fait, on va partir du principe que si elle dit rien, c'est que ça va lui convenir. Voilà, et parce que c'est des mécanismes qui se mettent en œuvre. Donc, d'où vraiment la nécessité aussi d'accompagner et de sensibiliser les personnes ressources dans l'entreprise à accueillir ça et à réceptionner ça. Les managers, évidemment, sont des interlocuteurs indispensables, mais ils sont aussi à l'image de notre société. Donc, finalement, il y a des personnes qui sont acquises à la cause et puis d'autres qui le sont moins. Et c'est un public un peu privilégié, je pense, Merci Tamara. Merci Tamara. Et vous, vous évoquez la similitude et le parallélisme avec Isabelle. Vous, Isabelle, de votre côté, avec l'ensemble de votre expérience et de votre spectre d'intervention. Je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit par les différents interlocuteurs et mes consoeurs. Ce qui me marque aujourd'hui, c'est quand même que le sujet est de moins en moins tabou en entreprise. Tout à l'heure, mes collègues du service de santé de Corrèze parlaient de leur tissu. Nous aussi, même si nous avons 27 000 établissements que nous suivons, ce sont avant tout à 86% des petites entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui représentent moins de 15 salariés. Et donc, je trouve des entreprises, je rencontre donc ces dirigeants, ces référents qui viennent se former ou s'informer et se sensibiliser, comprendre. En fait, ils sont pleins de volonté. D'ailleurs, parfois, ils ont entendu, très souvent, ils nous partagent des confidences, mais ils sont démunis en fait face à la parole qui est donnée, à savoir, ok, ils ont accepté le fait d'être référent harcèlement par exemple, ou le dirigeant, ou le RH qui a entendu la parole, mais très mal à l'aise et sur qu'est-ce que je peux faire de ça, comment je dois agir. Donc en fait, il est important pour nous tous de pouvoir mettre en place, de pouvoir accompagner la prévention, la mise en place d'informer sur ce que sont ces agissements, comment les reconnaître, comment accueillir la parole, mais aussi quoi faire et comment faire en sorte de mettre en place des préventions dans l'entreprise. Merci Isabelle, c'est bien clair. Alors, on en arrive presque à la conclusion. Alors Florence Vinceau, je vais vous demander peut-être à vous, si vous voulez bien,
Voilà, un peu votre conclusion finale, votre expérience sur tout ce qu'on vient de dire, et notamment sur ce long processus est indispensable d'acculturation interne, de savoir, aussi de savoir en parler collectivement pour que chacun puisse savoir écouter individuellement. Alors Florence Vincelot, et puis après Florence Chapelle, et on demandera à Stéphane aussi, lui aussi sa façon de conclure sur la chose. Florence, à vous, Florence Vincelot. Florence oui, je suis là. Oui, donc vous avez dit beaucoup de choses, et plein de choses qu'on aimerait encore partager, mais moi, ce qui me semble vraiment important, c'est qu'il faut absolument en parler. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que là, en tout cas sur le sujet des violences conjugales, on en parle assez peu en entreprise. Moi, quand je vois, j'en ai parlé un peu autour de moi dans mes réseaux qu'on menait cette action-là. J'ai même eu des retours parfois surpris en disant, mais en gros, pourquoi vous prenez ce sujet-là en fait? Donc rien que ces réactions-là m'interpellent. Tout à l'heure encore, j'animais une formation sur le harcèlement, et quand j'ai voulu faire un peu la promotion de cet événement du 28 novembre, des participantes femmes m'ont dit mais mais pourquoi vous menez ce type d'action-là? Enfin, voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Donc la marche, le chemin est encore long, et donc voilà, en parler pour justement dire c'est normal que aussi dans l'entreprise on en parle et faire connaître. Voilà, mon objectif pour la semaine prochaine, par exemple, dans l'action qu'on est en train de mener, c'est de faire connaître les acteurs ressources pour que les personnes, justement, soient plus seules. J'ai vu des remarques tout à l'heure dans les commentaires. Il y a plusieurs choses à évoquer. Je vois les sujets autour de l'emprise, etc. Et c'est ce qu'on va essayer d'évoquer, notamment avec nos spécialistes. Mais voilà, qu'on arrive à faire en sorte que les personnes puissent trouver les acteurs ressources, ne restent pas seuls, parce qu'on a vraiment la possibilité en interne de les aider à sortir de ces situations-là, que ce soit dans l'urgence, comme ça a été dit, mais aussi sur la durée. Et donc voilà, il n'y a pas de sujet tabou, et celui-ci, il faut en parler. Et il faut en parler. Merci Florence. Soit porté au niveau le plus haut de l'entreprise aussi, hein, ça aide beaucoup. Ouais. Peut-être Florence Chapelle, si tu es là, alors pardon parce que je vais être très très chiante et je vais te dire de faire très très court, et puis après on se sent et on demandera la conclusion à notre ami Stéphane Parmer. Florence, c'est à toi. Alors, moi, en ce qui concerne les violences au travail, sexistes, sexuelles au travail, je trouve qu'il y a un tel tabou, même si la parole s'est libérée, qu'il faut aller vers dans une démarche qui permet d'objectiver ces situations à risque, ces facteurs de risque, parce que sinon on va en rester à des approches trop individuelles. La question de l'emprise, elle est réelle. En même temps, tous les postes, tous les secteurs, comme vous l'avez dit, ne sont pas exposés de la même manière. Il y a des facteurs de surexposition des milieux de travail. Et c'est ce qui permettra aussi aux hommes d'adhérer à la démarche, parce que sinon on a beaucoup de réactions, enfin moi ce que j'ai pu observer, de résistance. Et puis je trouve c'est encore un truc de bonne femme, hein. Il faut pas hésiter. Oui, il faut pas hésiter non plus à externaliser des enquêtes, c'est ce que vous faites Madame Garcia. Pas hésiter dès qu'il y a des responsables, des représentants du personnel impliqués ou des situations compliquées. Et puis il faut pas seulement accompagner les victimes, accompagner les équipes de travail, et vous avez parlé de la difficulté effectivement des collectifs qui se retournaient contre les victimes, mais aussi accompagner les auteurs. Moi j'ai entendu parler de plusieurs entreprises qui mettaient en place des coachings d'accompagnement des personnes mises en cause. C'est pas toujours des hommes, parce qu'il peut y avoir des situations entre hommes, entre femmes, des femmes vis-à-vis d'hommes. Enfin, il y a aussi toutes les nuances possibles. Voilà. Moi, je vous invite. Merci Florence, c'est super. À lire ce rapport, et puis le rôle des services de prévention. Ce fameux rapport dont a parlé Anne-Marie insiste sur le rôle des services de prévention, et je pense que vous êtes d'une aide très grande. Voilà. Oui. C'est plus que précieux, c'est actif et efficace. Alors, peut-être, on peut mettre la caméra, voilà, on a là. À vous Stéphane, et ensuite mon président. Je conclue très rapidement avec peut-être trois mots. L'un qui serait informé, j'en ai parlé à plusieurs reprises.
informer les salariés, expliquer aux salariés ce que c'est que les différences dans le harcèlement moral, sexiste, sexuel ou d'autres notions. Donc vraiment informer les salariés. Le deuxième mot, j'ai repris juste une petite documentation, un petit flyer de l'INRS, en parler pour en sortir. Vous l'avez, vous êtes plusieurs à avoir dit il faut pouvoir, à la fois que les personnes en parlent et puis les victimes en parlent et puis qu'il y ait des personnes pour écouter. Donc mon deuxième mot, expression, sera en parler pour en sortir. Et puis un troisième point auquel je crois moi fondamentalement, c'est l'engagement de la direction. J'y crois pour d'autres démarches, mais en tous les cas j'y crois fondamentalement. S'il y a des dirigeants qui ne sont pas engagés ou dont le personnel pense qu'ils ne sont pas engagés ou qui laissent croire qu'ils ne sont pas engagés, je pense que ça ne fonctionnera pas ou beaucoup moins bien. Et en tous les cas, je prends l'exemple pour l'INRS en interne, moi j'y ai mis un engagement très fort dans les présences, répondre aux questions, etc. Un engagement très fort, très fort et très ferme. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, est indispensable. Qui symbolise finalement l'engagement et l'importance du sujet. Alors, peut-être un mot de Jacques Bouvet, Jacques Bouvet, donc mon président. À vous, un mot pour dire que ce que je ressens comme essentiel, c'est le développement des connaissances, des méthodes, des moyens, des dispositions pour l'assistance aux femmes en difficulté. Et je pense que cette assistance, dont on voit les progrès grâce à vous, elle va probablement provoquer un plus grand nombre de cas qui vont se mettre à jour. Donc, il ne faut pas s'en alarmer. Il faut se dire c'est la conséquence d'une assistance meilleure. Mais ensuite, il faut caresser l'espoir que grâce à cette assistance meilleure bien installée, les causes mêmes vont se limiter. C'est-à-dire que la violence contre une femme qui reçoit une assistance immédiate, qui devient plus résiliente, va elle-même diminuer. Et je caresse cet espoir grâce à tout ce que vous nous avez dit et grâce à tout ce que vous faites. Merci beaucoup à vous. En tout cas, merci à vous tous et merci Stéphane, lui encore une fois, d'avoir bravé les éléments et à vous tous aussi là-dedans. Donc le replay pour le 25, c'était le truc qui était tenu, le replay, et puisqu'on vous demandait ce que disait Jean-Loup, envoyez-nous les liens et vos ressources et on va consolider tout ça pour mettre avec le replay une annexe et l'ensemble des éléments. Parce qu'encore une fois, on ne fait que commencer. Alors j'ai vu que Sandra Berthozen, elle est partie là tout à l'heure en nous faisant un petit coucou, mais on va continuer et approfondir ça sur cette question violence faite contre les femmes dans l'univers de soins. Vous savez ou pas qu'elle dirige la chaire management des services de santé au CNAM, et donc on a prévu ça en gros pour, je pense que ce sera en gros pour janvier ou autre. Donc à tous, un grand merci. Pardon encore une fois d'avoir été un peu frustrante en vous coupant les temps et tout, mais ça a été génial. Donc à la fois côté grandes entreprises, merci Florence Vinceau, merci Tamara pour RTE, et puis les services interentreprises, et merci à nos trois grands gourous qui étaient là. Florence, on est toujours aussi Chaper, on est toujours aussi groupie. Merci à toi et merci à vous tous. Et merci à Marie-Amélie de son témoignage perso très important. Merci Christine. Bye à tous. Merci à Marie. Vraiment sympa. Et donc le prochain, je continue, appel au peuple, si vous avez de près ou de loin été engagé ou autre autour des Jeux Olympiques et de la réussite et de l'implication dans ces Jeux, on a besoin de vous. Et on fait une manif avec Bernard Thibault, qui va d'ailleurs indiquer les dates, entre le 4, 5, 6 mars, sur tous ces sujets. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci, au revoir.